Bonjour, nous sommes le vendredi 17 mai 2024, on termine la semaine, voilà, la semaine en cours, avec une alternance, voilà, de bon temps, de pluie, de beau temps, de pluie, de beau temps, de pluie. Bon, ça varie du jour au lendemain, on ne sait pas quoi. Encore aujourd'hui, bon, hier, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme temps hier, mais en tout cas, bon, probablement, il a probablement plu en regardant ce temps qu'il fait. Je sais pas ce qu'il a fait hier, parce que je me rappelle plus tellement, ça varie. Je n'ai plus de connaissances, de souvenirs de la journée d'hier, tellement ça varie. Voilà, est-ce que j'ai des souvenirs d'il y a 3 4 jours, bon, qui faisaient bon, 3 4 jours où il faisait mauvais. C'est un mélange tellement ça varie du jour au lendemain. Donc on ne peut pas retenir, ne fût-ce que la veille, on s'en rappelle plus. Enfin, ceci étant dit, en tout cas aujourd'hui, bon, il fait mauvais. Enfin, il fait mauvais. Je ne vais pas dire qu'il fait des températures froides, mais en tout cas, bon, on a un ciel couvert. Ciel couvert avec de la pluie qui risque de tomber. D'ailleurs, il y a quelques petites gouttes là qui sont présentes. Donc, je ne sais pas si, bon, il va encore pleuvoir, parce que cette année-ci, malgré des intermittences voilà, de soleil et de pluie, mais quand il fait chaud, il fait fort chaud. C'est-à-dire que les sols sont, se présentent avec des craquelures au niveau du sol, des craquelures. Donc c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que, bon, il pleut, il a plu constamment cette année-ci, on a eu énormément d'eau. À mon avis, les sols sont gorgés d'eau normalement. Mais quand il fait un petit peu chaud, un jour ou deux, qu'est-ce qui se passe? On a d'office un sol qui s'assèche très vite. Bon, c'est un petit peu étrange, hein. C'est pas bon. À mon avis, c'est une bouffée de chaleur qui arrive et qu'il faut que, bon, euh, la Terre réagisse très fortement à cette bouffée de chaleur. Bon, enfin, ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Bon, donc ici, je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une bonne température. Simplement, il y a de la pluie. Alors, je vais voir ici un petit peu, voilà, un, un sujet. Un sujet qui va relier, si vous voulez, c'est un sujet qui va concerner donc la cinématique générale. Cinématique générale, mais en liaison, si vous voulez, avec les mathématiques, un outil mathématique, avec liaison, avec voilà, les mathématiques. Donc, on pourrait dire que c'est des mathématiques appliquées. D'une part, si vous êtes dans un cours de mathématiques, on peut faire une application aux sciences. Donc, vous êtes dans voilà, un cours de mathématiques, vous pouvez relier voilà, un cours aller rechercher voilà, des notions d'économie et les intégrer aux mathématiques, tout comme vous pouvez aller chercher des notions voilà, de n'importe quel domaine et les appliquer voilà, à un sujet mathématique. Bon, maintenant, on demande, si c'est le cas, on ne demande pas une grande connaissance une connaissance accrue voilà, du domaine. Hein, c'est pas ce qu'on vous demande. On fait juste une application. Voilà, maintenant, si vous faites de la cinématique générale, c'est normal que vous devez connaître votre cours de cinématique générale, ce qui en décrit voilà, les tenants et les aboutissants je veux dire, voilà, l'essence même de la matière. Maintenant, si vous faites un cours de mathématiques appliquées, bon là, on ne demande pas de tout connaître, voilà, toute l'économie, voir toute la cinématique, voir voilà, on ne demande pas ça. On fait juste une application, je veux dire, sur un sujet déterminé d'un domaine autre que les mathématiques. Bon, ici, donc, on peut faire une correspondance cinématique générale mathématiques, c'est-à-dire si vous êtes dans un cours de cinématique générale, on va chercher les outils mathématiques. Et inversement, si vous êtes à un cours de mathématiques appliquées, ben on peut élaborer voilà, des traitements de cinématiques au travers d'outils mathématiques. Donc ça va dans les deux sens. En cinématique, on peut faire des mathématiques, il y en aura à coup sûr, et en mathématiques appliquées, on peut aller chercher voilà, des problèmes tout azimut de différents domaines tels que la cinématique générale. Bon. Alors ici, ça va s'adresser aussi bien à toute personne, aussi bien, je veux dire, ceux qui connaissent la cinématique, aussi bien que ceux qui connaissent voilà, les mathématiques et qui veulent s'intéresser un petit peu à la cinématique, ou ceux qui connaissent les deux. On peut connaître les deux et refaire une revisite voilà, de ces théories de cinématique générale. Alors ici, bien sûr, je ne vais pas faire une théorie générale sur la cinématique, c'est simplement, ici, je veux voir un sujet bien précis qui est, comment on appelle ça, euh, le mouvement, c'est un mouvement plan,
Alors il existe les mouvements sur une ligne, un mouvement sur une ligne droite. Généralement on fait des mouvements rectilignes, hein. Ça c'est un mouvement rectiligne. Alors on peut avoir des mouvements qui diffèrent du mouvement rectiligne. Donc on change de trajectoire. Voilà, la trajectoire n'est plus considérée comme étant une ligne, tout azimut, mais je veux dire une courbe. Donc ici je vais voir un mouvement curviligne, non pas de l'espace, curviligne, mais un mouvement curviligne du plan. Donc en fait, si l'objet, enfin le support d'étude sera le plan. Et donc vous aurez compris que qu'est-ce qui va amener les mathématiques? Mais c'est tout simplement parce que on va poser un repère orthonormé 2D. Voilà, et à partir de là, vont être régies des équations relatives à ce repère. Alors quel type d'équation? Et justement, c'est ça que je veux voir. Alors pourquoi dit-on mathématiques appliquées si vous faites un traitement de ce sujet-là? Parce que généralement en mathématiques, il y a des variables, hein, x, y si vous êtes dans le plan, x, y, z si vous êtes dans l'espace. Bon, mais ici, alors on peut parler de paramètres aussi, hein. On peut avoir des équations paramétriques. Par exemple, u égale f de, enfin je parle de x. Alors on peut avoir des paramètres. Alors on peut avoir x égale u f de 2 paramètres uv, y égale f de uv, et z égale... Alors là on est dans l'espace, hein. Vous reconnaissez, voilà, un mouvement dans l'espace à 2 paramètres. Donc là vous aurez compris qu'on a à faire une surface, hein. C'est une surface. Maintenant, si je décris x égale f de u, y égale en fonction de u aussi, bon, ici je mettrais plutôt bon, c'est pas, c'est des fonctions différentes, donc x sera x, y et z, voilà. Là on va appeler x de u, y de u. Et là, quelle est la différence entre les deux? Mais tous les deux on est dans l'espace. C'est bon, c'est ça, c'est on est tous les deux dans l'espace. Par contre ici on a 2 paramètres, et là on a un seul paramètre. Alors là il s'agit d'une surface et là d'une ligne courbe. Alors comme j'ai dit, je vais faire un mouvement curviligne plan, donc je ne vois pas x, y, z, mais x, y. Alors bien sûr ici, comme c'est une courbe, il y aura un paramètre. Donc j'aurai x est égal xu et y égale yu. Alors qu'est-ce qui en fait un problème scientifique? Parce que ça, je peux le traiter en mathématiques, hein. Une courbe comme ça, dans le plan, je peux le traiter en mathématiques. Alors qu'est-ce qui en fait qu'on est voilà, dans un domaine scientifique bien approprié qui est la mécanique, et qui est même un sous-domaine de la mécanique qui est la cinématique? Qu'est-ce qui en fait? Eh bien, c'est tout simplement que x et y sont des positions et qu'il y a une notion temporelle. Donc, le x sera tout simplement x de t et y sera y de t. Voilà, alors bien sûr j'aurais pu entrevoir la chose autrement, comment? En mettant un repère non pas cartésien orthonormé, mais j'aurais pu mettre un repère polaire, ou autre, hein. On peut définir différents types de repères. Voilà, les expressions sont différentes, c'est des expressions différentes, mais qui dessinent toujours la même courbe. Voilà. Alors ici bien sûr je vais travailler en cartésien. Donc vous aurez compris qu'il y a une notion de position variable, bien sûr, c'est ça qui fait un mouvement, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? C'est une position variable. Alors quand j'entends, supposons que je mette un repère 2D, voilà, mon repère 2D est défini. Alors attention faire très attention, je ne vais pas écrire une équation horaire, hein, parce que je vais écrire y est fonction de x. Voilà, y est fonction de x. Bien sûr, sous l'écriture, x égale x de t, et y égale y de t. Alors, je peux écrire, bien sûr,
autrement. Je peux coécrire autrement. Euh, je peux coécrire autrement en disant que x égale f de t et y égale... Je ne vais pas mettre f parce que c'est pas forcément la même fonction. Je vais l'appeler g de t. Voilà. Je vais plutôt écrire ça comme ça. X est une fonction du t. Voilà. Et donc là, c'est xy. Alors, ne pas alors là, vous avez une courbe dans le plan. Alors, je peux avoir un cercle, hein, je peux avoir une ellipse. Voilà, ça, ce sont des mouvements caractéristiques. Voilà, avec des courbes caractéristiques. Un cercle, tout le monde connaît un cercle. On peut avoir un mouvement circulaire. Voilà, un mouvement circulaire. On peut avoir un mouvement elliptique, un mouvement parabolique, un mouvement... voilà, et le mouvement, on peut en avoir, il peut en avoir une infinité. Parce que les mouvements, vous pouvez étudier voilà, un mouvement voilà, comme ceci. Un mouvement d'une cardioïde, un mouvement des courbes caractéristiques. Il y a des courbes caractéristiques, mais on n'est pas obligé de faire une courbe caractéristique pour décrire. Le mouvement ne décrit pas forcément des courbes caractéristiques. On peut avoir des mouvements de tout et n'importe quoi. On peut étudier un mouvement sinusoïdal, un mouvement de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Toute courbe mathématique est ouverte, mais toute courbe qui n'est pas forcément mathématique, voilà, peut être prise aussi en compte. On peut avoir un mouvement quelconque, hein, qui fait n'importe quoi. Qui fait n'importe quoi. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir une courbe caractéristique, mais généralement, bah, on étudie des courbes bien définies, telles que les sinusoïdes, les cardioïdes, les numiscades de Bernoulli, les cissoïdes, les astroïdes, hypocycloïdes, enfin les cycloïdes en général, les hypocycloïdes en général, toutes sortes de courbes, des ellipses, des cercles, tout ce que vous voulez. En mathématiques, en cinématique, on peut étudier, quelle que soit la courbe, vous pouvez étudier voilà, les caractéristiques voilà, cinématiques. Alors, bien sûr, ici, je vais voir les caractéristiques cinématiques. Alors, ne pas confondre euh, voilà, l'équation horaire. Hein. L'équation horaire, c'est l'espace en fonction. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement, c'est E de t. Voilà. On peut avoir aussi la vitesse en fonction du temps, qui est l'équation horaire de la vitesse. Et on peut avoir l'accélération. Voilà. L'accélération horaire de du mouvement. Donc on peut étudier les caractéristiques, c'est d'étudier en cinématique l'espace, la vitesse et l'accélération. Je rappelle que dans un mouvement quelconque, il suffit de dériver l'espace par rapport au temps pour avoir la vitesse. Et donc si vous dérivez une seconde fois par rapport à l'espace, vous avez l'accélération. Mais si vous dérivez la vitesse, voilà, vous avez l'accélération. Donc l'accélération n'est qu'une dérivée de deux fois l'espace. Deux fois l'espace. Et justement ici, c'est ça que je veux voir. Je vais étudier le mouvement caractéristique voilà, d'une courbe curviligne. Alors ne pas confondre les équations horaires qui dépendent du temps. Hein. Bon, par exemple, l'espace en fonction du temps, ou encore la vitesse en fonction du temps, ou encore l'accélération en fonction du temps. Voilà. Ici, c'est pas la même chose. Hein. Ici, j'étudie voilà, la position dans le plan d'un point que je vais appeler un point P. La position d'un point P. Alors, on va considérer ici qu'on a des fonctions. Voilà, on va considérer qu'on a une fonction mathématique, c'est dans le sens purement fonction mathématique, c'est-à-dire on ne peut pas avoir deux points. Donc ici, je ne vais pas étudier une ellipse ou quelque chose comme ça, parce que ce sont des courbes où il y a, c'est pas des fonctions. Le cercle n'est pas une fonction, il faut la découper en deux pour avoir une fonction. L'ellipse, c'est pareil, il faut la découper en deux pour avoir une fonction. Voilà. Donc ici, je vais parler en termes de fonction. Eh bien, c'est là que je vais commencer à mettre les choses correctement. Donc, je ne vais pas mettre une équation horaire. Hein. Je vais mettre bien sûr une position par rapport à un axe XY, bien sûr, dépendant du temps. Donc là, j'ai Y, là c'est X. Supposons que ma courbe, elle fasse, peu importe, c'est une fonction. Hein. Donc je peux pas avoir ça. Parce que je vais considérer que j'ai des fonctions. Voilà, on a ceci. Alors, je désire étudier, là, en ce point-là, voilà,
qui est le point, je vais dire P. P. P, bon, de coordonnées X, Y. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, comme j'ai dit, le X est variable en fonction du temps. Le Y est variable en fonction du temps. Donc, les paramètres, ici, sont substitués au temps. Donc, on a bien un problème de science, puisque le temps, bon, c'est une notion qui... Parce que les mathématiques, généralement, sont intemporelles. Hein. Quand on met un plan, il n'y a pas de temps. Voilà, quand on fait un mouvement, voilà, on parle de mouvement. Voilà, quand on crée une courbe, c'est des paramètres, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu spécial, c'est intemporel. Mais ici, en science, on fait référence à la notion de temps. Et c'est quoi la vitesse? Ben, c'est voilà, la variation de l'espace par rapport à la variation de temps qu'il y a eu. Alors, je vais faire une supposition. Bon, donc, comme j'ai dit, t c'est le temps. Et que, bien sûr, le temps, c'est continu, c'est pas un problème. Mais je vais considérer que, voilà, les positions ici sont continues aussi. Chaque position du point P prise, voilà, au cours du temps, ben, je veux dire, c'est continu. Donc, ici, supposons que le point P, à un moment donné, il est là, puis ce point P, il est là, puis il est là, puis il est là. Ça se fait de manière continuelle. Hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a un espèce de trou. À aucun moment, il y a une espèce de trou. Ici, tout est continu. Ça c'est bon, c'est la notion de nombre réel. Voilà, mais en tout cas, chaque fois que vous allez prendre un nombre aussi petit soit-il, ben on aura par rapport à un point. Hein, supposons que voilà, là on a une infinité de points. Si je prends le point Q, voilà, point Q, de coordonnées x, y, ben, de point P au point Q, il y a une infinité de points continuels. Alors si je prends ici le point Q ici, ben, on a une infinité de points continuels. Donc autant je rapprochais delta Q vers P, ben, j'aurai toujours des points. Et ça, on peut travailler avec les limites. Hein. La limite quand Q tend vers P, de F de voilà, Q, enfin P plus delta Q, parce que je vous rappelle que je peux écrire que Q, P moins Q égale delta X. Hein. Alors je travaille en X, donc P moins Q égale delta X, donc le P égale Q plus delta X. F de Q plus delta X moins F de Q. Voilà. Sur Q moins P. Voilà, mais Q moins P, c'est... Alors, quand Q tend vers P, c'est... Vous avez compris que c'est la limite quand... la limite quand delta X tend vers 0. Bien sûr, de quoi? De Q moins P, c'est-à-dire delta X. De P moins Q. P moins Q. P moins Q, c'est delta X. Alors maintenant, si delta X tend vers 0, comme la fonction est continue, voilà, la fonction est continue, ben on va tendre vers Q. Comme la fonction est continue, bah, ici j'aurais dû mettre P. Enfin bref, c'est pas grave. Q ou P, c'est peu importe. Soit Q va vers P ou P va vers Q, c'est pas un problème. C'est pour des explications. Voilà. Alors, je vous rappelle que si j'écris ceci, F de Q moins Q plus delta X, bon, Q plus delta X, c'est F de P. F de P moins F de Q sur P moins Q. Alors, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est le taux de variation, taux moyen
c'est le tam. C'est un taux moyen. Alors que celui-ci, c'est un taux, on va dire, de variation instantanée. Ça, c'est un TAI. Et ça, c'est un tam. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le tam et le TAI? Ben, c'est la limite. Là, on passe à la limite. Donc là, il n'y a plus qu'un point. Il n'y aura plus que le point P. Alors que pour le tam, bon, il faut P et Q. Bon, alors, vous voyez que si P et Q sont éloignés, voilà, on va décrire euh, une moyenne. Une moyenne, voilà, c'est une moyenne. Une moyenne de... si ça croît ou ça décroît en moyen. En moyen, voilà. Ça va vous donner un taux moyen. Alors que si vous voulez un endroit bien précis, par exemple, au point P, là, il ne faut plus qu'un point. Et ça va vous donner, il faut passer à la limite. Il faut faire tendre P vers Q, de Q vers P ou P vers Q, ça dépend où ce qu'on cherche. Voilà le taux instantané. Et donc, ça vous donne, si vous voulez, la pente de la tangente. Ça vous donne la pente de la tangente. Et donc là, on aura un angle, alpha. Donc au point là, au point considéré. Donc c'est précis, hein, ça vous donne... Et ça, on peut faire ça en tout point. On peut trouver la pente en tout point de la courbe grâce aux outils de dérivée. Voilà. On sait si ça croît, si ça décroît. Voilà. Si j'avais fait ceci, là on passe par un maximum. Voilà, et puis après ça décroît. Vous voyez, on a un taux de variation qui décroît. Eh bien, ça va être la vitesse. Puisque vous avez compris que ça c'est le nombre dérivé. C'est, voilà, f'. Oui, attention qu'ici je l'ai fait avec f. J'aurais dû pas appeler ça f. En plus j'ai appelé ça avec les mêmes fonctions. Ici je vais l'appeler grand F. Parce que c'est pas la fonction au-dessus. Hein. Ici je vais l'appeler grand F. La grand G. Comme ça ici je peux l'appeler f. F c'est la fonction ici. C'est y égale f de x. Ça c'est la fonction. Voilà, y égale f de x. On va pas tout confondre non plus. Voilà. Ça c'est une fonction, ça c'est une fonction par rapport au temps. Et donc là on a le nombre dérivé, c'est f' au point considéré qui est p. Et attention qu'ici f de q plus ouais. Voilà. Attention que normalement je dois avoir le point P. C'est le P que je dois avoir. Donc f de P moins f de... C'est y2 moins y1. Donc ici je me suis trompé. C'est y2, c'est f de q. Moins f de p. Qui est q moins p. Mais ça c'est aussi égal à f de p moins f de q. Hein, sur p moins q. C'est la même chose de toute façon. C'est la même chose. Par contre, là-bas, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir par rapport au point P et pas par rapport au point Q. Donc, c'est f de P plus delta x qui est f de Q. Donc, je prends celui-ci. Voilà. Moins f de P. Voilà. Et alors, le delta x, comme on sait bien qu'on a... Oui, attention qu'ici, c'est Q moins P. Q moins P égale delta x. Ben, P égale Q plus delta x. Delta x plus Q égale P.
Et ici, je vais mettre le point P. Donc si je veux mettre le point P, moins P égale delta X moins delta Q. Enfin, moins Q. Donc Q moins delta X. P égale Q moins delta X. Un petit problème de signe. Q moins P. Delta X, c'est Q moins P. Delta X, il est ici. Donc P plus delta X égale Q, c'est juste. P plus delta X égale Q. Donc P plus delta X P plus delta X égale Q. C'est-à-dire que delta X est égal à Q moins P. Voilà, c'est revenu dans l'ordre. Il faut toujours... Parce que si je ne mets pas les bons signes, à ce moment-là, on va de P vers Q, plutôt que de Q vers P. Là, donc à ce moment, on cherche à la limite en Q. Voilà, ici je cherche bien à la limite en P. La limite de f de P plus delta X qui est f de Q. F de P plus delta X qui est Q, qui est f de Q, ouais, qui est f de Q. Et moins f de P, ben là je suis divisé par delta X, si je recherche la limite, j'ai bien au point P. Là c'est bien au point P. Voilà, tout est remis dans l'ordre. Bon, alors, donc là, à gauche, c'est un taux moyen, et à droite, c'est un taux instantané. Donc ça vous donne, voilà, la variation en différents points de la courbe. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, les équations de mouvement, elles sont où? Là-dedans. Les équations de mouvement, les voici. Ça, ce sont les équations de mouvement. Bon, il faut la connaître, bien sûr. Hein. Si on veut travailler, rechercher la vitesse et l'accélération, il faut connaître les équations de mouvement. Alors, comment déterminer justement la vitesse? On sait bien que je vous ai dit tout à l'heure que quand on dérive l'espace, on a la vitesse. Donc ici, vous aurez compris que si je parle de dérivée, c'est parce que je veux dériver l'équation du mouvement. Alors, c'est l'équation, ça c'est l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. Alors, dès le moment où vous avez le temps, c'est une équation horaire. Ouais, c'est l'équation horaire du mouvement, qui est donnée dans un plan XY. Donc, caché, si vous voulez, cacher la notion temporelle, parce que n'apparaît ici que le XY, mais en caché, il y a le temps qui agit. Enfin, qui agit, le temps qui passe. Le temps qui passe. Donc, si je devais dériver, du fait qu'il y a l'équation horaire du mouvement, elle est donnée par voilà, deux variables. Alors, je vais la réécrire en général. On l'écrit comme ceci. F de t. Et l'autre, c'est pas forcément la même fonction. Hein. C'est g de t. Donc, si je dérive, je vais dériver par rapport à quoi? À ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui est variable? C'est le x qui est variable en fonction du temps, mais c'est aussi le y qui est fonction du temps. Donc, si je veux étudier la variation, toute variation instantanée, mais je vais le faire pour x et pour y. C'est-à-dire que la dérivée de x par rapport au temps est possible. Mais la dérivée de y par rapport au temps est aussi possible, puisqu'en fait, l'équation horaire me donne deux équations. Et donc deux variations. Une variation en x en fonction du temps, une variation en y en fonction du temps. Donc, ce qui veut dire que je peux tirer de ça deux dérivées. Deux variations instantanées. Une par rapport à x et une par rapport à y. On a deux variations instantanées. Ce qui va donner la variation instantanée par rapport à x et la variation instantanée par rapport à y. Donc si je dérive x par rapport au temps, c'est dériver en fait la fonction par rapport au temps. C'est dériver des f de t par
par rapport au temps. C'est aussi dériver dg de t par rapport au temps, tout simplement. On dérive f séparément et on dérive... alors, si je dérive... Alors, je vous rappelle tout à l'heure ce que j'ai dit. Si j'ai l'espace en fonction du temps, si je dérive l'espace en fonction du temps, j'ai ce qu'on appelle la vitesse en fonction du temps. Mais si je dérive une seconde fois, c'est-à-dire que je dérive une fois la vitesse en fonction du temps, j'ai ce qu'on appelle l'accélération en fonction du temps. Et donc la démarche est la même ici. Qu'est-ce que c'est? Dériver une fois, c'est la vitesse. Mais pas n'importe quelle vitesse. C'est la vitesse en fonction de en x. Mais là, c'est pas la même chose. Alors si je dérive encore une fois, j'ai l'accélération en x. Vous aurez compris que si je dérive une seconde fois, j'aurai l'accélération en x, l'accélération en y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur un dessin? Ça veut dire qu'il existe deux composantes. Alors, généralement, on représente les vitesses. Elles sont représentables. Comment? À ce moment-là, on manipule l'outil. Bon, ici, quel est l'outil mathématique que j'ai utilisé jusqu'à présent? C'est tout simplement les notions de repère, bien sûr. Il faut un repère. Savoir dessiner, tracer une courbe. Ça, c'est la première notion mathématique, c'est l'outil dessin. C'est dessiner une courbe. Savoir dessiner une courbe x de t, y de t, et la rendre, la dessiner dans un repère xy. C'est le premier outil. Donc, savoir dessiner une courbe par rapport à son équation. C'est la première, une des compétences qu'on pourrait dire, c'est on vous donne une courbe. La première chose à faire, c'est de savoir dessiner la courbe. Bon, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Donc, dessiner une courbe dans un repère. Donc, on vous donne l'équation horaire du mouvement. On aura x est égal à f de t, y égale g de t. On vous demande de représenter la courbe. C'est une courbe. Dans le plan, c'est un mouvement curviligne. Bon, il peut aller de là à là. On n'est pas obligé. La courbe n'est pas forcément définie. Voilà, c'est pas une courbe purement mathématique. Hein, elle n'est pas définie dans tout R. Hein. Voilà, c'est une courbe. Voilà, qui va être par exemple dans un intervalle donné. Voilà, parce que le temps, il est compté à partir d'un certain moment et termine à un autre moment. Donc, voilà, il va peut-être commencer ici, peut-être il va commencer en 0. Voilà, il peut faire n'importe quoi. Voilà, bon, on peut décrire la courbe dans un intervalle donné. Voilà, on n'a pas quelque chose d'infini. Hein. Bon, la courbe, on étudie la courbe à un début. La courbe aura un début et une fin. Voilà, comme le temps aura un début et une fin. Voilà, donc c'est dans un intervalle donné. On va étudier cette notion donc de vitesse suivant x et suivant y. Alors donc, comme j'ai dit, il faut savoir dessiner la courbe. Première compétence, dessiner la courbe. La seconde, c'est d'identifier, donc ça c'est l'équation horaire du mouvement, c'est d'identifier les vitesses. Les composantes vitesse. Alors les composantes de vitesse, mais il y aura v de x, v de y, v de y. Quel est l'outil qui va servir pour trouver v de x, v de y? Vous aurez compris que c'est les dérivés. C'est dériver les équations horaires du mouvement. Donc j'aurai, en faisant ça, j'ai v de x, v de y. Mais attention que c'est v de x en un point, hein, parce que la vitesse n'est pas la même. Vous voyez que la variation ici, elle est fluctuante. Et si elle est fluctuante, les vitesses sont différentes en différents points. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, je prends un point particulier et je regarde le taux de variation instantanée en un point que je vais appeler voilà, x. x1 par exemple. En x1, j'ai la coordonnée y1. Bon, et j'ai un point P de x1, y1. Bon, maintenant, reste plus qu'une chose. Il faut dériver. Donc ça, c'est l'outil, dessiner la courbe, puis utiliser l'outil dérivé. Bon, maintenant, si vous faites l'accélération,
encore une fois, vous aurez deux composantes en x et en y, et il faudra utiliser encore l'outil dérivé. Donc, utiliser l'outil dérivé 2 fois pour l'accélération. Hein. Voilà. Si on vous demande l'accélération, mais si bon, on demande la vitesse, je dérive qu'une fois. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut représenter cette notion de vitesse et d'accélération. Et là, c'est les notions vectorielles. Il faut aller chercher les notions type vectoriel. C'est-à-dire que vous allez placer un vecteur de base i, un vecteur de base j, et à partir de là, mettre cette composante vitesse suivant i. Donc je vous rappelle que il me faudra la vitesse, le vecteur vitesse qui vaudra v de x fois i, et le vecteur vitesse en y qui vaut v de y fois j. Voilà, donc c'est de mettre des composantes vectorielles. Voilà, donc on aura v de x comme ceci et v de y. Alors ces deux vecteurs donnent qu'un seul vecteur, voilà, qui sera justement le vecteur que voici, que je vais appeler vecteur vitesse. Donc là, le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaudra la composante suivant x plus la composante suivant y. Donc qu'est-ce qui fait le vecteur vitesse? C'est la composante en x et en y. Alors remarquez une chose, ici on a une pente. Voilà, la pente, et ici j'ai un angle alpha. Eh bien, cet angle alpha, il est là. Il est là, l'angle alpha. Parce qu'on a des angles alternes internes. Enfin, je m'excuse, des angles correspondants. Parce qu'on a deux parallèles. Hein. Alors, ici, vous avez l'axe XY. Et ici, par rapport à Y1, j'ai ces deux parallèles. Donc, une droite qui coupe deux parallèles. Voilà, comme ceci, on a des angles correspondants. Et donc, l'angle alpha, il est ici. Et l'angle alpha est ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que vos tangentes alpha, c'est côté opposé. Alors, le côté opposé, sur côté adjacent, bien sûr. Côté opposé, c'est tout simplement VY. Donc, VY sur VX, c'est tangente alpha. Donc, si vous voulez alpha, c'est arctangente. Hein. C'est arctangente de VY sur VX. Donc, que vaudra alpha? C'est arctangente de VY sur VX. Voilà. Et vous remarquez que aussi, c'est la pente. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Bon, je vais décomposer et mettre en plus grand. Je vais faire un petit résumé. Donc, on a les équations horaires du mouvement. X est égal à f de t, y égale g de t. On utilise l'outil dérivé pour trouver la vitesse par rapport aux équations du mouvement, mais il y aura deux vitesses. La vitesse du point, on va dire mobile, est déterminée à tout instant par la vitesse v du mobile, par une composante bien sûr horizontale et verticale. Alors la composante horizontale, c'est v de x. V de x, voilà. Et si je mets sous forme vectorielle, ça c'est v de x. Là c'est v de y. On aura une composante verticale et une. L'horizontale c'est x, v de x. Et la composante verticale c'est v de y de j. Voilà. Bien sûr, avec v de x qui vaut dx sur dt. Et v de y qui vaut dy sur dt. Donc, vous aurez compris que ça, ce sont des taux de variation. Des taux de variation. Mais ça, c'est le taux de variation. C'est un TAI, bon, taux de variation. On pourrait appeler ça TVI, un taux de variation, mais bon, c'est TAI. Taux de variation en tout point. Ça, c'est en tout point. Donc, ça veut dire
je peux le calculer en tout point. Mais si je peux le calculer en tout point, je peux le calculer. Donc, calculer en tout point, ça veut dire que c'est la dérivée. Hein. Par exemple, si vous calculez, vous avez une fonction qui fait 3x carré plus 4x, en tout point, c'est de dériver ça. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez 6x plus 4. Ça, c'est en tout point. Maintenant, si vous voulez au point 2, voilà, au point 2, ça, c'est le nombre de dérivés. Donc, ça, c'est la dérivée. Et le nombre de dérivés, si vous voulez au point 2, ben, vous calculez 6 fois 2 plus 4. Ça veut dire que vous allez avoir 12. Vous allez avoir un nombre. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, ici, si je veux en tout point, ce sera v de xt. C'est pas le nombre dérivé, c'est une fonction. J'aurai des fonctions, c'est des fonctions. Mais, dès le moment où j'ai la fonction, je peux le calculer en tout point, puisque j'ai la fonction dérivée. Donc, là, j'ai le taux de variation de x et de y par rapport au temps. Voilà. Et donc, au niveau vectoriel, j'aurai une vitesse v qui est égale à v de x plus v de y, c'est-à-dire v de xi plus v de yj. Voilà. Et donc, je peux trouver la norme de v. La norme de v vaudra vx carré plus vy carré racine carrée. C'est-à-dire, voilà, on peut calculer la norme de v. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, la norme de v, je vais l'appeler v. Hein. La norme de v, je vais l'appeler v. Comme ceci. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de x par rapport à t au carré plus la dérivée de y par rapport à t au carré. Voilà. Et donc, je vous avais dit tout à l'heure que la tangente alpha, voilà, tangente alpha, c'est vy sur vx. Voilà. Qui donne la grandeur, je veux dire, qui donne l'angle, hein, ça donne l'angle. Voilà. Donc ici, je vais mettre tangente alpha est égal à côté opposé qui est vy sur vx, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est vy sur vx, ouais, vy sur vx, ce qui veut dire que c'est dy sur dt sur dx sur dt. Alors, ça se donne aussi dy sur dx. Donc, vous voyez que c'est la dérivée. Hein. dy sur dx, c'est la dérivée de y par rapport à x, qui donne tangente alpha. Donc, on voit bien que tangente alpha, qu'est-ce que c'est? C'est la pente de la trajectoire au point P. Donc, on peut dire aussi que c'est la direction du vecteur vitesse. Elle est la même que celle de la tangente au point P. On peut dire que la direction du vecteur vitesse est la même que celle de la tangente au point P. Alors, où est la vitesse? C'est la grandeur. La vitesse, c'est la grandeur du vecteur vitesse. Donc, où est la vitesse? Là-dessus, ce n'est pas une de ses composantes. C'est la totalité qui est la vitesse. Donc, quand on parle de vitesse, c'est la totalité qui est la vitesse. Ce n'est pas le v de x pris à part, ni le v de y pris à part, mais c'est les deux en liaison avec une racine carrée, une somme de carré, racine carrée. C'est ça la vitesse. Donc la grandeur vitesse, là voilà, ça c'est la grandeur vitesse. C'est ce qui est encadré. Ça c'est la grandeur vitesse. Je sais pas si c'est voilà la grandeur vitesse. Donc elle est concomitante, on va dire, à l'association de deux variations. Deux variations de vitesse. L'une en horizontal et l'autre en vertical. Alors, bon, pourquoi on décompose en horizontal et en vertical? Parce que le repère est lui-même horizontal, vertical, puisqu'on a un repère orthonormé.
Alors, quand on a un repère orthonormé, ben, toute description va se faire par rapport à une horizontale et par rapport à une verticale. C'est ça le but d'un repère orthonormé. Hein. C'est une décomposition dans un plan en XY, c'est-à-dire en horizontale, verticale. Alors qu'est-ce que c'est que l'horizontale, qu'est-ce que c'est que la verticale? Justement, c'est par rapport à l'axe XY. Parce que si je mets un repère comme ceci, voilà, qui est toujours orthonormé, hein, attention, il est toujours orthonormé, voilà. Qu'est-ce qui dit que sa loi d'horizontalité, de verticalité? Ben, c'est l'axe Y. C'est-à-dire si vous avez une courbe ici, ben, l'horizontalité, ben, elle est là, la verticalité, elle est là. Voilà, donc c'est tout à fait normal que l'on ait une vitesse qui se décompose en X, qui se décompose en deux termes. La vitesse, la grandeur vitesse est décomposable en deux variations de vitesse, parce que il y a la variation de vitesse en correspondance avec l'horizontalité, c'est-à-dire l'axe X, et la vitesse correspondante avec celle de l'axe Y. Et donc il faut prendre en compte ces deux composantes pour former réellement la grandeur de vitesse. Pour avoir cette notion de grandeur de vitesse, il faut vraiment prendre en compte ces deux grandeurs-là par l'entremise, comme je l'ai dit, voilà, c'est ce qu'on appelle du Pythagore. Hein. C'est le Pythagore des vitesses. C'est le Pythagore des vitesses. Puisqu'on tient compte de v de x au carré plus v de y au carré racine carrée, qui n'est que du Pythagore. Hein. C'est une expression de Pythagore, puisqu'on a un triangle rectangle. Pourquoi on a un triangle rectangle? Ben, c'est parce que, encore une fois, le repère ici est orthonormé. Le repère il est orthonormé. Donc, si on a un repère orthonormé, dans un repère orthonormé, si vous décomposez dans un repère orthonormé, ben, vous avez tous des carrés. Vous avez des grilles qui vont se former. C'est-à-dire ici, voilà, je prends un repère orthonormé. Je vais prendre une unité ici, une unité ici. Alors, c'est toutes des mêmes unités, bien que ça puisse pas... voilà, parce que je dessine mal. Voilà, j'en dessine une grande petite, mais en fait, voilà, vous allez sur GeoGebra, vous avez la grille de GeoGebra. Vous allez voir que vous avez toujours ça. Et donc, on a des grilles, voilà, si je vais sur GeoGebra, voilà, c'est des grilles carrées. Hein. Voilà, parce que c'est orthonormé. Parce que maintenant, voilà, ça c'est bien sûr, c'est le X. Y. Voilà. Donc ça c'est, on a une unité ici, une unité là. Et donc, si je vais d'un point à un autre, si je décompose en horizontal et en vertical, ben on a d'office un triangle rectangle qui apparaît. Voilà, par exemple, j'ai fait un déplacement horizontal, un déplacement vertical, voilà, apparaît, même de l'autre côté, un déplacement horizontal, un déplacement vertical ici par exemple, ben, j'aurai toujours des triangles rectangles. Donc on peut utiliser la relation de Pythagore, comme, pour trouver, je veux dire, une composante, je veux dire, oblique par rapport à une composante horizontale et verticale, parce qu'on a toujours le dessin d'un triangle. Bon, maintenant, si vous mettez un axe qui n'est, si l'axe n'était pas déjà, s'il était normé, par exemple, on a la même norme ici, mais si vous le mettez de cette façon-là, là vont apparaître des grilles qui sont des parallélogrammes. On n'a plus des grilles carrées. On n'a plus des grilles carrées. Donc là, il faudrait tenir compte d'un Pythagore, mais avec, si vous voulez, un angle. Parce qu'on a un triangle non plus rectangle, mais un triangle quelconque. Il faudrait appliquer, voilà, la théorie du triangle quelconque. Donc on n'aura plus de Pythagore, mais un Pythagore, je veux dire, on va dire un peu plus élaboré. Un Pythagore plus élaboré, faisant référence avec des cosinus d'angle. Donc il faudra tenir compte, bien sûr, tenir compte des, comment on appelle ça, bon, je vais le faire ici, ça va donner ceci. Pour un triangle quelconque, mais ici, bon, quand on fera de la cinématique, c'est toujours un triangle, un repère orthonormé, voilà,
où on aura le x, y. Il sera toujours orthonormé, x, y comme ça, perpendiculaire. Maintenant, si vous faites de la 3D, vous aurez un repère orthonormé direct. Donc ça veut dire que vous avez le x, y, z. Si vous appliquez la règle du tire-bouchon, vous tournez du x vers y, vous aurez le z. Bon, maintenant, pour revenir au triangle quelconque, ben, vous connaissez les relations, voilà, de triangle quelconque. Hein. Vous aurez plus du Pythagore, puisqu'on aura plus, on aura, voilà, a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus de l'angle A. B carré est égal à a carré plus c carré moins 2ac cosinus de l'angle B. C carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab cosinus de l'angle C. Alors bien sûr, en face de A, vous allez mettre A. En face de B, vous allez mettre B. En face de C, vous allez mettre C. Voilà, ça c'est le côté. Donc on aura A. Et donc là, bien sûr, vous avez l'angle A, l'angle B, et l'angle grand C. Alors si maintenant le triangle vient rectangle, comme ceci, A, B, C, et là l'angle B vaut 90. B vaut 90. Donc là vous aurez B, là vous aurez A, là vous avez C. Donc vous allez avoir quoi? Si l'angle vaut 90, ben, cosinus de 90 vaut 0. Donc on va avoir cette relation ici. B carré est égal à A carré plus C carré. Vous avez la relation de Pythagore. Alors, tant que j'y suis, je veux dire, je peux trouver la surface du triangle. Bon, ici, c'est un plus. Hein, c'est pour vous rafraîchir un petit peu l'esprit. On peut dire que c'est 1 fois 2 BC fois le sinus, voilà, de l'angle A. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un triangle. On a la relation A plus B plus C égale 180 degrés. Et je vous rappelle aussi qu'on peut écrire A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Bien sûr qui est égal à 2 fois le rayon. Voilà, 2 fois le rayon d'un cercle, qui serait le cercle, voilà, circonscrit au triangle ABC. Bon, et alors on pourrait écrire beaucoup de relations. Hein. Donc, bien sûr, il y a un cercle. Je peux dessiner un cercle circonscrit. Comme ceci. Le rayon, il faudra aller chercher le rayon par rapport à un centre. Voilà, un centre, on va chercher le rayon. Et ça, ce serait 2 R. 2 fois le rayon. Bon, il existe toute une panoplie voilà, de relations avec le triangle. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous mettre toutes les relations. Mais disons que c'est pour vous dire que si vous passez d'un comment on appelle ça, d'un triangle rectangle, un triangle quelconque, si vous n'utilisez pas un repère orthogonal, vous utilisez un repère quelconque, mais normé quand même. Hein, normé quand même. Ben, qu'il faut prendre en considération, je veux dire, l'angle, les angles voilà, que vont faire ces différents triangles. Choisissons quand on choisit 2 points. Alors bien sûr, là je vais vous aimer que 1 demi BC sinus A. Hein. Mais bien sûr, je peux dire aussi que c'est 1 demi AC. Ben, les R, vous pouvez les avoir autrement. Bon, les R c'est 1 demi BC fois sinus A. 1 demi AC sinus B. L'air c'est aussi 1 demi
AB, sinus C. Voilà. Bon, ça, c'est les airs. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire, bon, généralement on prend pas un repère n'importe comment, on prend un repère orthogonal, donc ne viendra pas, se bouleverser cette équation de Pythagore qui est ici, puisqu'on utilise une relation orthogonale, donc il n'y a pas de, voilà, de cosinus qui vont apparaître dans la vitesse, puisqu'on utilise un repère orthogonal. On a du Pythagore pur, c'est-à-dire avec un cosinus qui vaut un cosinus de 90. On a un triangle rectangle. Donc ça, c'est l'expression, si vous voulez, de la vitesse dans un repère orthonormé. C'est la vitesse vraiment, c'est la grandeur de la vitesse donnée dans un repère orthonormé. Donc il faut bien tenir compte que c'est un repère. Parce que si vous changez de repère, attention, il peut y avoir des exercices où on change de repère, on vous dit c'est plus un repère orthonormé. Donc là, il faut tout réadapter. Voilà ce qui vient d'être dit. Je vous remercie.